Donc, est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent un peu dans les propos de M. Pierre-Yves? Ah, j'aurais pu. Vas-y, Sarah. Je peux. Je sais pas si vous le savez, moi, je suis adoptée également. Puis, tout comme Suzy, j'ai grandi dans les années 90 dans une petite ville de Thetford Mines. Fait que j'étais vraiment minoritaire, donc j'ai entendu beaucoup de choses durant ma jeunesse. Puis, comme Suzy, qu'est-ce qui m'a fait avancer? C'était vraiment la famille et tout. Puis, qu'est-ce qui faisait vraiment euh, faire que pendant l'adolescence, que j'ai fait une crise identitaire, c'est que l'absence de modèles noirs à la télévision, mais l'absence de modèles noirs positifs. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on nous montrait à la télévision? C'était des gens, des noirs, soit qu'on voyait les noirs en Afrique qui étaient vraiment très démunis. Quand on nous montrait les noirs à la télévision, c'était des rôles de bandits. Donc, je ne voulais pas vraiment m'identifier à ça, mais en même temps, tu sais, j'étais noire, donc qu'est-ce que je pouvais faire, tu sais? D'un côté, je ne pouvais pas m'identifier aux gens blancs parce que j'étais pas blanche. Puis en même temps, j'avais pas de modèle vraiment de positif. Mais c'était vraiment, comment on dirait, une dualité pour moi. Mais heureusement, en grandissant au Québec, il y a de plus en plus de modèles positifs. Il y a de plus en plus d'acteurs noirs comme Pierre-Yves Laure, il y a l'animateur, je vois à la télévision aussi des acteurs qui ont des rôles positifs. Donc, on avance vraiment beaucoup, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Mais effectivement, c'était la représentation des personnes noires était souvent dans les préjugés. On renforçait les stéréotypes aussi. Donc, oui. Hey, merci beaucoup, Sarah, pour ton témoignage. Moi, ça m'a beaucoup marqué l'entretien quand Pierre Hilliard lui parle de la frustration. On parle beaucoup de, par exemple, l'importance que les adoptés puissent parler, mais je pense que les parents adoptants aussi puissent parler parce que bon, mais ça va. Oh, je voulais pas me rendre émotive de même, mais bref. Mais vers la vingtaine, j'ai eu des discussions avec mes parents que eux vivaient ça aussi, tu sais, se faire dire, ben c'est pas ton enfant, se faire dire des choses comme ça. Puis là, c'est sûr qu'on est dans les semaines interculturelles, mais il y a cette importance-là aussi que les parents aussi ont un vécu de ce que c'est adopter, puis de savoir que parfois ils savaient pas. Des fois que. Bon, là, je pense qu'on se comprend. Les cheveux, par exemple, la première fois que nos mères ont fait nos cheveux, qu'on est allé chez la coiffeuse, je veux dire. Puis, à un moment, je me souviens, moi, que j'avais beaucoup de frustration. Puis là, tu sais, beaucoup de frustration. Puis, tu sais, nos parents réalisent pas, ils comprennent pas le racisme, mais en même temps, tu le vis. Puis, des fois, ça rêve sur les parents. Puis moi, je me souviens, une fois, j'étais à l'université, puis une fois, un samedi matin, je fais ma valise, puis on me dit où tu t'en vas. Je repars. Je repars. Tu sais, là, aujourd'hui, on en rit, mais c'était vraiment un moment très émotif où il y a une forme de crise identitaire. Puis souvent, les personnes adoptées, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais on sent une solitude parce que justement, on n'est pas sur une chaise dédiée. Tu sais? Puis que l'adoption au Québec n'a jamais été vue comme, ben ça fait partie de notre identité, puis on n'est pas meilleur, puis on n'est pas moins bon, puis c'est juste une différente forme de notre identité. Mais je trouvais ça intéressant quand il parlait de la frustration, puis non, je suis pas partie, mais il y a vraiment un moment que j'avais ma valise, puis je disais, ben, je prends mon billet, puis je retourne en Haïti, tu sais, j'ai plus ma place, tu sais. Fait qu'il y avait ça aussi. Oh, oui, je peux comprendre que ça soit émotif, là, aujourd'hui. Mais c'est vrai que le parent adoptant, aujourd'hui, on est un peu plus informé. 2024-2025, on est beaucoup plus informé. Mais dans les années 80-90, la personne qui adoptait se retrouvait seule. Statistiquement, il y a un peu plus de problèmes d'adaptation, ce qui fait qu'on peut voir apparaître des problèmes, par exemple, peut-être de consommation ou de difficultés à travers la diversité. Et puis là, le parent dit mais qu'est-ce que je fais avec mon jeune? Et puis les autres, ils disent ben, c'est à toi de pas adopter. Tu décides d'adopter ton problème. Mais eux aussi sont seuls. Ouais, Ils sont Oui, seuls. oui. Il y a beaucoup de pression à reconnaître que tu es un bon parent aussi pour Oui, eux. effectivement. Merci beaucoup, les filles. Merci. Oui? Oui, en fait, ce qui m'a parlé dans la vidéo tout à l'heure, lorsque Yves disait
j'ai des amis blancs qui sont arrivés quelque part et qui disent que waouh, je suis étonné que j'étais le seul noir, le seul blanc, pardon, à l'aéroport. Et moi, en fait, ça vient disons, ça vient susciter des préoccupations dans ma tête parce que, évidemment, je me rappelle quand j'étais encore dans mon pays d'origine, à notre école, on avait une fille, la seule blanche de l'école. Et quand elle était arrivée, nous, c'était aussi, je ne sais pas si je peux qualifier ça de la peur de l'inconnu, le fait qu'on ne la connaissait pas, donc elle était assise seule devant, on ne voulait pas l'approcher, on ne savait pas qui elle était. Et du coup, si je transpose la chose ici, je me dis aussi sûrement peut-être des Québécois ici, de souche, je veux dire, qui sont loin, comme à Chibougamau, si on veut faire référence à votre vie. Je pense que je me dis c'est aussi normal qu'ils se posent ce genre de questions, qu'ils ont aussi cette peur. Mais maintenant, à quel moment cela se transforme en racisme ou encore au racisme? Est-ce que c'est parce que je lui pose des questions ou encore parce que comme c'est un sujet vraiment complexe, je ne sais pas quel mot je vais lui dire qui ne va pas le blesser. Et donc, ça vient me chercher. Et je me dis que les comportements que nous, on avait à l'époque, par exemple, quand je parlais de cette fille dans notre école, est-ce que nous, on était racistes ou juste parce qu'on ne voulait pas l'approcher, parce qu'on ne la connaissait pas? Donc, je pense que c'est aussi ce genre de points qu'on doit soulever dans des discussions, dans des conférences comme on le fait aujourd'hui, pour permettre finalement aux gens de comprendre que c'est normal peut-être d'avoir la peur de l'inconnu, mais ce qui peut-être fait la différence entre celui qui ne veut rien savoir de l'étranger, c'est peut-être d'aller vers la personne pour lui parler, pour lui poser des questions, et aussi de savoir maintenant quoi lui dire. Donc, c'est un peu ça mon point, en fait. Lorsque on se préparait pour nous, il y avait une scène qu'on y avait pensé, mais on n'a pas pu la mettre en pratique. En fait, je vais dire le besoin, finalement, pour l'enfant adopté de se reconnecter. De se reconnecter, mais aussi de connaître ses parents adoptifs. Est-ce que ce besoin-là, j'imagine, pour tout enfant, évidemment, c'est peut-être naturel, mais est-ce que à un moment donné, on se pose cette question et du coup, lorsque on va vers cette quête-là, et du coup, si on n'arrive pas à un résultat qu'on veut, comment on se sent? Et aussi, si par exemple, on finit par connaître nos parents biologiques, cette relation-là entre, évidemment, peut-être nos parents biologiques, les parents biologiques et les parents adoptifs, est-ce que les parents adoptifs, pardon, est-ce que de leur côté, il y a cette peur-là de dire que on risque de perdre notre enfant, tout ça. Donc, c'est ça. On aimerait... Malheureusement, on n'a pas pu produire cette scène-là, mais ça allait être vraiment intéressant. Mais donc, c'est un peu ma préoccupation par rapport à ce côté, je veux dire, des enfants adoptés. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de présenter dans... Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est un autre enjeu, c'est une autre réalité. C'est sûr que ça dépend d'une personne à l'autre. Dans mon cas, moi, mon histoire commençait où est-ce que j'ai été trouvée vraiment comme ça. Donc, je sais que ma mère adoptive, de penser qu'un jour, il était possible que je la laisse, que je les laisse, et que j'aille vers ma mère biologique. Je sais que ça l'a toujours fait énormément de peine à ma mère. Donc, j'ai jamais été plus loin, parce que dans mon identité, c'était clair que c'était mes parents qui étaient adoptifs. Mais c'est sûr que ça nous rattrape. À un moment donné. C'est à quel âge que tu... Mon âge, je dirais que c'est dans les alentours de 10 ans. Quand je me rends compte, quand je me suis rendu compte que je regarde mon ami à côté, Judith, toi, t'as combien de sœurs? 3 sœurs. Judith, elle a 3 sœurs. Mais
je sais que j'aurais regardé Judith, j'aurais fait comme, hein, Judith, elle ressemble à sa mère. Hein, elle marche comme son autre sœur. Hein, les deux autres. Donc, moi, c'était ça de me demander, est-ce que je ressemble à quelqu'un? Parce que mon profil, à moi, je suis complètement différente de mes parents, autre ma couleur de peau. Moi, je suis quelqu'un qui prend la parole et tout ça. Mes parents sont un petit peu plus timides. Alors, je dirais que c'est à 10 ans qu'à un moment donné, là, je me suis réveillée. Ma quête identitaire un peu s'est réveillée. Mais je dirais que le gros morceau, c'est quand je suis arrivée ici à Québec. Et puis que là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui me ressemblaient. Et puis là, que j'ai fait, hey! Puis je me suis rendu compte que j'avais une racine, ma racine haïtienne, que j'avais une petite racine, puis il y avait un petit cœur qui voulait vivre, un petit cœur qui battait dans cette racine-là. Et à force de rencontrer ma communauté au salon de coiffure, dans des événements multiculturels, me déplacer, c'est là que j'ai fait comme, hey, mais cette racine-là a besoin d'être nourrie aussi. Mais je le faisais pas, enfant, je me disais par respect pour mes parents adoptifs, mais ça a toujours été très, très clair que j'ai été adoptée. Mais ça nous rattrape à un moment donné, là, oui. Pardon, juste une parenthèse aussi. Oui. Je l'ai évoqué dans la scène tantôt, vulgairement, de façon erronée, en disant que, ben, écoute, il se pourrait que, à quel âge tu peux te dire que ils sont blancs, je suis noir, peut-être que dans la vraie vie, il y aurait des gens blancs qui mettent au monde un enfant noir, ou bien des noirs qui mettent au monde un enfant blanc. Est-ce que dans la tête de quelqu'un qui est adopté, à un moment donné de son âge, c'est pour ça que je parlais de cet enfant-là, qui prenait son petit frère, je dis, oh, petit frère blanc, toi tu sais que tu es noir, deux parents sont... Quand tu arrives à Québec, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit que, tiens, ben, finalement, deux noirs ne peuvent que donner des noirs, deux blancs ne peuvent que donner des blancs, et puis finalement, c'est sûr que ce ne sont pas tes parents. Peut-être, Esther, elle a peut-être une réponse, mais dans mon cas à moi, c'est qu'étant donné que j'étais la seule fille noire de Chibougamau, je le voyais visuellement sur mes photos que j'étais différente des autres. Je le voyais que j'avais pas le même corps que les autres, que j'avais pas les mêmes formes que les autres. Donc, ça a tout le temps été clair pour moi. Je savais même pas ce que ça voulait dire être adoptée. Les gens disaient, toi, t'es adoptée, hein? Je disais, oui. Mais je m'en rendais pas compte. C'est vraiment, moi, à 10 ans, j'ai écouté un film, puis dans le film, l'enfant, il cherchait ses parents biologiques, puis j'ai fait, moi aussi, j'en ai des parents biologiques. Mais sinon, on vit dans l'univers québécois, l'univers blanc, puis on oublie. Des fois, je me regardais dans le miroir, puis je disais, c'est vrai, moi, je suis noire. C'est vrai, moi. On l'oublie. C'est vraiment arrivé, je dirais, à Québec, où est-ce que j'ai rencontré la communauté, que j'ai fait, mais attends, il y a des réponses auprès d'eux. Mais c'est ce que je me suis rendu compte, que l'échange, moi, j'ai besoin d'eux pour savoir je suis qui, mais eux, il y a certaines personnes qui ont besoin de moi aussi pour avancer dans cet univers-là. Mais pour moi, c'était très clair. Est-ce que je peux compléter avec qui? Je trouve que c'est vraiment pertinent, là, merci beaucoup. Puis, en fait, là, c'est que l'adoption, c'est dans notre identité, ça fait partie de notre identité. Moi, par exemple, j'ai été adoptée à 8 mois. La différence, souvent on dit on ne voit pas de couleur, la différence, on ne la voit pas. Oui, on voit qu'il y a une différence, mais c'est presque inné parce qu'on est issu de l'adoption. C'est le regard des autres qui nous font montrer comme si c'était un problème, qu'on ne soit pas de la même couleur. Fait que c'est ça peut-être l'enjeu aussi. Puis c'est là qu'on pose des questions, c'est comme ouais, c'est pas supposé d'être ça dans la vie. Tu sais, ma soeur est d'origine chinoise, puis pour moi, c'était inné. Pour moi, ça se peut que des sœurs soient c'est sûr que vos sœurs soient asiatiques, pas la même couleur. Mais non, c'est les autres qui nous vont remarquer. Premièrement, merci beaucoup pour la conférence. Je voulais juste souligner, je suis vraiment contente que, tu sais, des fois, souvent, moi, je sais que je faisais des conférences avant sur l'adoption, tout ça, mais je suis vraiment heureuse d'avoir d'autres femmes qui font de l'adoption, qui parlent de l'adoption pour le mois des adoptés, qui se réapproprient leur voix. Bon, je vais arrêter, là, mais il nous faut une photo les trois aussi. Moi, j'avais une question aussi par rapport à vous, puis je sais qu'on n'en a pas t'en parler. Tu sais, Sarah, tu es mère. Suzy aussi, tu es mère. Puis moi, il y a une personne qui m'a dit, qui est issue de l'adoption, puis elle m'a dit, tu sais, l'adoption, ça te suit même à travers tes enfants. Puis je veux savoir si ça, vous le sentez. Tu sais, est-ce qu'il y a plusieurs parcours, tu sais, plusieurs formes d'évolution de l'adoption? Est-ce que être mère, ça remet des questions sur l'adoption? Ça remet, en tout cas, c'est une grande question existentielle pour une autre conférence, mais j'aimerais ça vous entendre. Je vais commencer par moi.
Oui, ça nous suit parce que, étant donné qu'on est une femme, c'est nous qui donnons l'éducation. Puis là, quand tu t'es adoptée, tu es en deux cultures. Donc, tu te dis, qu'est-ce que je vais lui donner de moi? Parce que je connais presque pas ma culture haïtienne, mais en même temps, il va me poser des questions sur Haïti. Fait que là, ça m'a remis en question. Puis, ça m'a fait en sorte que j'ai voulu vraiment plus me réapproprier ma culture haïtienne. Puis, tu sais, je suis en train d'apprendre la langue haïtienne, je suis en train de réapprendre à cuisiner. Parce que, tu sais, cuisiner, c'est vraiment... la langue et la cuisine, c'est vraiment deux choses qui te relient vraiment à ta culture. Donc, puis en plus, c'est quelque chose que mes enfants vont pouvoir reproduire. Fait que, dans le fond, c'est comme ça que je me réappropriais ma culture. Pendant longtemps, je me suis dit, j'habite au Québec, ça fait longtemps que je me sentais québécoise, mais en même temps, quand c'est toi qui dois donner quelque chose, c'est plus la même perception, désolée. Puis c'est comme si, je trouve que ça revient sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir notre culture. Il n'y a pas un moment que c'est « Ah non, t'as passé 18 ans, on t'aurait dû l'apprendre ». Il n'est jamais trop tard, puis il n'y a personne qui doit nous donner la pression de connaître ça. Puis si ça ne nous tente pas, ça ne nous tente pas, tu sais. Mais je voulais t'entendre aussi, Suzy. Oui. En fait, je ne l'ai pas nommé là, dans la présentation, mais je voulais dire que la personne adoptée vit la même dualité des valeurs qu'un immigrant de 3e génération. Un immigrant de 3e génération, en fait, ça prend 4 générations pour qu'une personne issue de l'immigration se sente épanouie. Puis je vais vous expliquer un petit peu. L'immigrant de 1re génération, c'est celui ou celle qui arrive directement au pays. On a tout, oui. Monsieur Barbet, vous avez tout à apprendre. Hein? Tout le fonctionnement, OK. Donc, on va vivre des difficultés ici pour la 1re génération. 2e génération, c'est vos enfants. Les enfants, eux, ce qui arrive, c'est qu'ils ont un pied, quand on est à la maison, on fonctionne à la camerounaise, à la congolaise, à l'ivoirienne, à l'haïtienne. Puis quand on met le pied sur le terrain de l'école ou dès qu'on sort de la maison, on doit fonctionner avec un contexte culturel québécois. Donc ça, c'est difficile pour l'enfant de 2e génération parce qu'il est dans la dualité entre deux cultures. Mais cet enfant-là a vu les parents travailler, retourner à l'école, apprendre le français, avoir des petits jobs pas payants. Et puis là, il a vu son parent dire « C'est important que tu comprennes la culture québécoise, la culture québécoise. » Donc cet enfant-là, après ça, parce qu'il a vu les difficultés, là, les défis des parents, alors les enfants font des enfants, donc la 3e génération, puis on a tout misé. On a tout misé, sa culture québécoise. Donc là, on mange la lasagne, de la poutine, on connaît toutes les expressions québécoises. Mais là, il y a une expression qui dit « On a jeté le bébé avec l'eau du bain ». C'est que là, on a tout mis de côté la culture québécoise. Donc, l'immigrant de 3e génération vit la même chose que la personne adoptée. Parce qu'on a tout mis, on connaît que la culture québécoise. Donc là, à un moment donné, cet enfant-là va dire « Oui, mais moi, tu me dis que je suis espagnol, mais je ne parle pas espagnol. » Oui, mais moi, tu me dis, mais je connais pas la langue, je connais pas les piclis, comme je disais tantôt, je connais pas. Donc, lui, il peut vivre des dualités parce qu'il pourrait en vouloir à son parent, dire, hey, tu m'as pas montré la culture. Alors, c'est là que l'immigrant 3e génération fait le 4e génération. Puis là, dans le 4e génération, c'est là qu'on dit la symbiose des valeurs. Parce que là, on a présenté, on mange de la tourtière et de la dinde au jour de l'an. Mais on mange aussi de la soupe joumou. Donc, Arthur, mon fils, lui, il est considéré comme un immigrant de 4e génération parce qu'il a vraiment toute la symbiose, il a vraiment la mixité et le métissage de tout le monde. Bravo. Oui. Peut-être j'aurais une question. On parlait tout à l'heure du fait que dans les téléséries, dans les films au cinéma, on attribuait des rôles de méchants, de malfaiteurs à des Noirs, à des Afros, qui sont d'origine soit africaine ou haïtienne, ou peu importe. Mais bref, des étrangers. Et j'ai entendu un commentaire tantôt qui disait qu'on avait peur de l'inconnu. Je crois que c'est toi qui disais ça, oui. On avait peur de l'inconnu, à juste titre, parce qu'on perd, à tout le moins subconsciemment, nos points de repère face à l'inconnu. Quelque chose qu'on ne connaît pas. Et comme la nature humaine a horreur du vide, on veut le combler, ce vide.
on veut apprendre. Nous devons apprendre, comme on dit en créole, nous devons apprendre de toutes les différences. Maintenant, ma question. Est-ce que plus de contenu, pas nécessairement pédagogique dans le sens du terme, mais à travers la fiction, qu'on inclut des rôles, qu'on invente des rôles, qu'on crée des rôles positifs, des modèles autant que possible, sans dire des anges parfaits de rectitude politique, mais des personnages très humains, typiquement humains, que ce soit des Noirs, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des étrangers qui ne parlent pas la langue d'ici, dans les téléséries, dans le cinéma québécois, est-ce que ça aiderait beaucoup, beaucoup à déstigmatiser cette aura de judiciarisation, je dirais, autour des personnes qui ne sont pas d'ici, qui ne viennent pas d'ici, qui ne sont pas nées ici? Énormément. Oui, hein? Oui, Je énormément. pense que la réponse est assez succincte, elle parle d'elle-même. Mais oui, exactement. Puis c'est des initiatives. Hein. On le voit, on le voit dans les annonces publicitaires, on le voit dans les téléséries, où est-ce qu'on essaie de montrer la réalité du Québec. Nous sommes une société qui est plurielle, donc qui est diversifiée, on a de tout. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Des fois c'est un peu maladroit, mais je pense que l'intention est vraiment bienveillante. Dans le cas de plusieurs personnes, il y a énormément d'ouverture. Le Québécois est très ouvert. C'est juste qu'il ne sait pas toujours par où commencer, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais c'est pour ça que c'est important de se parler. Judith, je pense que tu voulais rajouter... En fait, il faut comprendre qu'aussi, il y a eu un moment dans l'histoire où c'était très marginal. Et tout ce qui était marginal était classifié comme étant vraiment, tu te tiens loin, puis tu restes pas là. Peu importe de quel type de marginalité on peut parler. Que ça soit l'homosexualité, que ça soit notre couleur, que ça soit justement parce que je suis autochtone ou peu importe. Ça a toujours été classifié comme étant marginal, tout dans le même paquet. Au niveau de l'inclusion, moi je pense, puis là ça c'est mon regard de québécoise ici qui est Québec pur et dur, je pense qu'on ne devrait pas attribuer une couleur, une ethnie, un vécu à un qualificatif de métier. Moi, n'importe qui peut faire ce qu'il veut dans la vie et ça devrait être représenté comme ça aussi dans notre télévision. J'ai pas besoin d'une infirmière noire. J'ai besoin d'une infirmière. Tu as une qualification, tu es capable de faire tes soins, tu t'en viens dans mon équipe. Donc ça, c'est aussi d'enlever le filtre de couleur parce qu'au niveau de la formation professionnelle, j'ai vu beaucoup de colorisme aussi au travers des gens issus des communautés migrantes. Ah, toi, tu viens du Kenya, tu es beaucoup plus foncé que moi. Donc, il y a des classifications comme ça qui se fait à l'intérieur des communautés. Donc, encore là, on a du travail à faire pour même, dans les microcosmes des communautés immigrantes, à enlever le vocabulaire lié à la couleur ou à un peu les traits physiques. On est capable, on est assez intelligent pour se déployer, se décoller de tout ça, je pense. On connaît l'intelligence et la compétence au-delà de la différence. Puis tout le monde a ses ingrédients, selon moi, à apporter. C'est important. On a fait de la conquête du monde pour apporter l'essence de chacun chez nous. Donc, il faut conserver ça, je pense. Mais ça, c'est ma vision de filles d'ici qui, je pense qu'on devrait mélanger. Moi, j'aime ça la cuisine, fait que mélangeons les épices. On met ici la cuisine. En fait, Tu peux enlever un micro. Ouais, tu peux l'enlever. OK. Je vous remercie pour la conférence. C'est comme, je me sens dans mon bain. Je suis haïtienne, mais je ne suis pas adoptée. Je viens d'arriver d'ici, ça fait moins d'1 an. Donc, ça me ferait plaisir. Oui. Ouais, ça me ferait plaisir. Je viens d'arriver, ça fait à peine 1 an, mais en Haïti, j'étais travailleuse sociale. Donc, on savait que la réalité et des personnes qui avaient été adoptées, surtout vers les années 80, il y avait une vague d'adoption en Haïti. Mais j'ai l'impression, cette dualité dont vous parlez, c'est que quand on a envie de retourner vers ses racines, des fois, même en Haïti, on a cette réticence, on dit, mais elle n'est pas haïtienne, elle. On dit, parce que la façon parce que nous avons une culture, une façon d'approcher les gens, de considérer quand on a un membre de la famille, parce que c'est plus la famille élargie, mais la conception, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager, bien entendu, ça dépend de la classe sociale, du niveau d'éducation, de plusieurs autres facteurs, mais tous ces facteurs-là, par rapport à tout ça, tu peux te demander, je ne suis pas haïtienne.
est-ce que je suis pas haïtienne? Parce que quand je parle aux membres de ma famille, c'est comme il y a une réticence par rapport à la façon dont je parle, la façon dont j'aborde certains sujets. Donc, cette dualité-là, elle s'exprime même quand vous essayez de retourner vers ta famille d'origine, parce que là, tu te dis, ben, si je ne suis pas québécoise, je ne me sens pas trop québécoise. Et quand je parle avec les membres de ma famille, je sens qu'il y a une petite réticence que je ne suis pas haïtienne également. Mais cette crise d'identité-là, elle est présente des deux côtés, je pense. Oui, vous soulevez vraiment des bons points. Mais je dirais même, des gens par expérience, des gens, par exemple, qui ont immigré au Québec, sont ici depuis 1 an, ont pris des expressions québécoises, ils retournent au pays, ils vont dire « Hey, toi, t'es rendu un Québécois, là, t'es rendu un Blanc, là, hein? T'as les mêmes expressions que... » Alors même pour le nouvel arrivant qui fait juste retourner au pays, visiter la famille peut dire comme Et puis, il y a des sentiments, parfois, de... Comment je pourrais dire? Ils peuvent se sentir mal d'avoir développé des traits culturels québécois, se sentir mal, dire hey, mais moi, j'ai pas l'habitude de fêter l'Halloween. Mes enfants, ils fêtent l'Halloween au Québec. Je vais les habiller. Puis sentir qu'ils sont en train de renier, des fois, la famille. Il peut y avoir des pressions aussi pour dire donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment très, très important. Fait que oui, la personne qui retourne au pays peut avoir cette sensation-là, effectivement. Juste une dernière chose. Moi, je me pose la question. C'est quelque chose, peut-être, ça c'est mon projet pour la période du mois de l'histoire des Noirs. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il faut à un moment donné aussi reconnaître que les personnes qui adoptent vivent quelque chose aussi de difficile. Donc on trouvera peut-être l'occasion de revenir là-dessus, de constater leur réalité émotionnelle par rapport à tout ce que leurs enfants vivent, mais aussi ce qu'eux ils vivent par rapport à cette... en tout cas, c'est des personnes qui veulent redonner une chance, redonner une vie meilleure à des enfants qui sont dans des difficultés. Je pense qu'à un moment donné, il faut leur rendre hommage aussi. Oui, oui. Ta question est pertinente dans la mesure où je pense effectivement qu'on a pris la parole, on les témoignages des personnes adoptées. Maintenant, effectivement, peut-être l'année prochaine, on va prendre le temps de travailler ce projet-là parce que on va encore travailler ça. Et effectivement, il faudrait qu'on donne la parole aux parents adoptifs pour savoir c'était quoi les défis, c'était quoi les motivations et comment ils se sentent lorsque ils font face à l'interrogation de l'enfant à l'âge adulte. Parce que là, il faut répondre. C'est quoi là? C'est ça. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Oui, il faut savoir comment les parents adoptants se sentent, mais en tant que personne adoptée, on a souvent entendu parler des parents adoptants. Donc, tu sais, moi, tu peux parler, Camille, aussi. Non, vas-y. Camille avait fait nos voix compte pour vraiment inciter les gens à écouter les personnes adoptées. Puis, parce que souvent, on entend les parents adoptants, comment ils se sentent et tout, mais on n'avait jamais la version des personnes adoptées. Donc, oui, pour les parents, mais il faut vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment avoir l'accent sur les personnes adoptées. Puis je voulais juste dire aussi que Sarah a pris le flambeau et elle fait ça de manière exceptionnelle. Donc je voulais quand même le souligner aussi. Merci à tout le monde. Vraiment, merci pour vos questions. Merci pour votre intelligence collective.